Je vous propose de poursuivre désormais la soirée par un petit temps d'échange d'environ un quart d'heure avec d'autres intervenants. Alors je vais les appeler donc Frédéric Cuvel, qui est donc le directeur opérationnel sur le projet de la 79 auprès d'un groupement d'entreprises, Cléa, qui est une entité des phages, et c'est donc le concepteur et constructeur. C'est sous ce titre-là que vous intervenez aujourd'hui. J'appelle également François Dumoulin, le conservateur régional adjoint, en charge de l'archéologie auprès de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Également Sébastien Guem, qui est donc archéologue et directeur adjoint scientifique et technique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'INRAP. Et également David Lallemand, qui est le directeur du service d'archéologie préventive du département de l'Allier. La première question, elle va s'adresser à Frédéric Cuvel, qui donc coordonne en fait ces travaux en amont du chantier de l'A79. Alors on oppose souvent, j'allais dire, l'archéologie aux promoteurs, aux organisateurs de chantier. Est-ce que vous voyez l'archéologie comme un frein aux travaux ? Non, pas forcément. Attention à ce que je veux dire. En fait, depuis la loi de 2001, qui est un petit peu sous-jacente à tout ça, en fait, l'archéologie a fait partie de nos projets. Donc, en fait, c'est pas une contrainte en tant que telle, c'est un paramètre comme l'environnement ou même on va dire, facteurs humains, qui est aussi très important tout autour de nos travaux. Ce qui était, voilà, donc en fait, c'est un paramètre à prendre en compte. Malheureusement, enfin, heureusement, on était quand même sur un projet qui a un temps très très court. Donc il a fallu que les équipes archéologiques, et on les en remercie, s'intègrent dans notre planning qui était quand même très très serré. Donc ça a dû demander beaucoup d'échanges, mais bon, on y arrivait. Il y a des notions de sécurité aussi, j'imagine, sur un chantier. On les a beaucoup embêtés, ça je confirme. Je m'excuse encore pour le port du casque obligatoire, et je sais que c'est pas facile quand on a la tête en bas. Voilà. Oui, il y a des problèmes de sécurité, il faut les intégrer avec nous. Ce qui est important de comprendre, c'est que à la base, on vient pas forcément, enfin, c'est pas le même monde. Donc il a fallu qu'on se comprenne. Là-dessus, je remercie beaucoup les personnes qui sont intervenues aujourd'hui, puisqu'ils nous ont vraiment expliqué leur métier, parce que nous, on ne connaît pas forcément. Classiquement, sur les opérations qu'on avait auparavant, on n'avait pas l'archéologie aussi présente et aussi prégnante tout au long de notre projet. Il faut comprendre que là, les dernières fouilles se sont finies, comme on le disait, il y a une semaine. Nous, on est à plus de 60% d'avancement sur nos travaux. Donc ça a vraiment été, on va dire, l'activité qui a fait partie de notre chantier et qui était présente tout du long. François Dumoulin, ces travaux de sondage, en fait, en quelque sorte, ils sont financés comment, tout simplement? Parce que c'est souvent la question qui revient. Ça coûte, forcément, il y a beaucoup de personnel de mobiliser, c'est du temps, des travaux. Qui finance, qui paye? Alors, qui paye? Bien, tout le monde paye un petit peu, parce que le diagnostic est financé sur la base d'une redevance, la redevance d'archéologie préventive, qui est perçue sur l'ensemble des permis d'aménager et des projets d'aménager. Alors, je ne vais pas vous faire l'exposé de toutes les méthodes de prise en compte des dossiers, parce que c'est assez variable selon qu'il s'agisse d'un grand projet d'un particulier ou d'un projet qui a un volet social. Mais en gros, tout le monde participe lors de son projet au paiement d'une redevance qui vient abonder les budgets de l'INRAP et des services de collectivité qui ont décidé de réaliser les diagnostics. Ensuite, il y a un système de péréquation qui permet, selon le nombre de diagnostics réalisés par les services de collectivité, de leur reverser une partie de cette redevance au regard du nombre de diagnostics réalisés dans l'année, de leur degré de complexité, de leur surface. Ce qui permet au service archéologique départemental de l'Allier d'avoir un budget propre pour réaliser ces diagnostics. Alors, on voit, il y a l'INRAP qui est intervenu sur ce chantier, il y a le service d'archéologie préventive du département de l'Allier. Finalement, ces deux organismes, pourquoi se positionnent-ils? Comment sont-ils choisis? C'est une obligation? Comment ça fonctionne en fait? Alors, en fait, il y a différentes modalités. Les services de collectivité peuvent choisir sur leur territoire de réaliser tous les diagnostics,
ou de réaliser au cas par cas en choisissant les opérations qui les intéressent. Ici, dans le département de l'Allier, le choix qui a été fait, c'est un choix au cas par cas. C'est-à-dire que chaque fois que nous émettons une prescription de diagnostic archéologique sur ce territoire, nous envoyons d'abord la prescription au département de l'Allier qui décide ou non de la réaliser. Et si le département décide de ne pas la réaliser, nous la transmettons à l'INRAP qui a vocation à la réaliser en tant qu'établissement public national. Et comment vous répartissez entre le service d'archéologie préventive, l'INRAP, les différents diagnostics? David Lallemand peut-être? C'est tout simplement une question de capacité, évidemment, d'intervention. Le service départemental d'archéologie est un service à taille humaine. Pour absorber des travaux comme ceux de l'RCEA, il faut en doubler ou en tripler les effectifs. Aujourd'hui, dans une période où il y a très peu d'archéologues qui n'ont pas de travail, on a perdu malheureusement toute une génération dans les années 2014-2016. On en subit les conséquences aujourd'hui. Donc on passe, comme on le disait tout à l'heure en introduction, par une phase de formation. On fait confiance aux jeunes, on les forme, on les suit sous forme de tutorat. Et aujourd'hui, pour avoir des responsables d'opération qui sont chevronnés en matière de diagnostic, il faut 3-4 ans. Donc voilà, pour nous, un service à taille humaine, c'est une quinzaine d'agents. On monte en charge depuis quelques années, puisque la croissance est de nouveau sur nos territoires, les investissements sont là. Ça fournit beaucoup d'activités, beaucoup de diagnostics archéologiques, et on ne peut pas tout faire avec notre petite équipe. Sébastien Guem, ces profils d'archéologues qui interviennent sur les chantiers, que ce soit donc à l'INRAP ou au service d'archéologie préventive de l'Allier, quels sont-ils ces profils d'archéologues? Parce qu'il y a plusieurs périodes, à détecter, j'allais dire, dans ces différents diagnostics. D'où viennent-ils ces archéologues? Alors, il y a plusieurs aspects en fait sur un chantier, que ce soit diagnostic ou fouille d'ailleurs. C'est-à-dire que l'archéologie, comme l'ont montré les collègues, c'est un travail avant tout d'équipe. Alors réglementairement, le préfet de région va nommer, sur proposition du conservateur régional adjoint, un responsable d'opération scientifique qui lui va diriger l'opération et en sera garant des aspects scientifiques. Pour l'INRAP, donc ces responsables d'opération ont en plus un rôle de responsabilité technique et pratique du chantier, c'est-à-dire la bonne tenue du chantier au niveau timing, au niveau engagement, au niveau moyen qu'on leur octroie. Donc c'est un métier qui est à la fois qui a des compétences BTP, on pourrait dire, d'un chantier traditionnel. C'est là où on se comprend très facilement avec Claire, il n'y a pas de souci sur ces manières de procéder. Voilà, on fait des chantiers d'aménagement du territoire, on fait des chantiers où on va creuser. Voilà. Après, la finalité est évidemment pas la même. Nous, c'est d'étudier les vestiges et on ne perdra jamais de vue que c'est le but final. Le but de tout ça, c'est d'essayer de comprendre, vous avez bien compris, de restituer l'histoire. Pour ça, on va avoir appel à des profils différents. C'est-à-dire qu'à la phase de diagnostic, comme a montré Raphaël tout à l'heure, on ne sait pas trop ce qu'on peut trouver. On a des idées par rapport à la carte archéologique, par rapport à Patriarche. Donc l'État propose, voilà, je voudrais plutôt un responsable d'opération qui soit avec des sensibilités plus fortes en romain ou en préhistoire, ainsi de suite. En pratique, il faut que ce soit des archéologues qui soient polyvalents pour les diagnostics. Je dirais même que le diagnostic, pour moi, c'est la première partie, mais c'est peut-être la partie la plus difficile, parce que à partir de là, on va se jouer toute la suite. C'est-à-dire qu'un diagnostic complètement raté, ça peut arriver, va générer plein de problèmes pour la suite s'il y a une fouille, parce qu'il y a quand même des vestiges qui sont vus. Et, donc il peut y avoir aussi, tout ça c'est un subtil équilibre. Donc c'est encore une fois un travail d'équipe, il faut un chef d'orchestre et des spécialistes, c'est ce qu'on a vu dans les films et puis dans les présentations, qui vont intervenir sur des choses ponctuelles et qui vont être à même de comprendre et de montrer l'intérêt global que pourrait avoir la fouille de ces vestiges. Voilà. La décision finale relevant uniquement de l'État, évidemment. Mais ça, c'est ce qui fait que c'est pour ça que c'est long à former. Il y a la formation universitaire, qui est à peu près la formation globale de tous les archéologues, histoire de l'art ou histoire, avec des stages obligatoires. Il y a les universités à Clermont-Ferrand, à Lyon, enfin un peu partout. Mais après, ça, les jeunes qui sortent de l'université, ils ont des diplômes, des connaissances, des savoirs.
Après, au niveau des savoir-faire, ça s'apprend sur le terrain. Donc, c'est ce qu'on a essayé de monter, c'est ce qu'on monte depuis quelques années là, avec l'appui du service régional de l'archéologie, c'est-à-dire de faire émerger des nouvelles compétences, des nouveaux responsables d'opération qui vont être à même de réaliser au mieux les diagnostics. Pour ça, on a structuré, mais là on est assez proche, David et moi, on a structuré nos diagnostics sous forme avec chacun ce qu'on appelle des coordinateurs. Pour nous, c'était Laurence Lautier, puis Gabriel Roy qui a fait ce rôle pour le SADA. C'est-à-dire des coordinateurs qui vont avoir le rôle d'avoir une vision un peu plus globale du travail lui-même, à la fois scientifique mais aussi pratique, et de pouvoir aiguiller les jeunes héros en disant voilà, là tu devrais plutôt faire comme ça, plutôt comme ci, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est un travail qui est quand même très compliqué, très long, mais qui porte déjà ses fruits. Je dirais que l'année complète, nous on a fait 20 diagnostics pour l'INRAP, ce qui représente en volume, pour avoir un peu une idée, 585 jours de travail effectif, terrain et études comprises pour l'instant. C'est quand même beaucoup au sein de l'enveloppe budgétaire qui nous est allouée au début de l'année, pour 2019. Pour les fouilles, on est sur des choses encore plus grosses. Là, actuellement, on est sur 1600 jours de travail. C'est quand même réalisé sur une période encore plus courte. Il y a un autre facteur, c'est le temps. J'imagine que le temps presse pour ces fouilles. Alors d'un autre côté, les archéologues voudraient disposer peut-être d'un petit peu plus de temps pour pouvoir avoir des conditions plus confortables de fouilles. Et puis d'un autre côté, donc, j'allais dire, il y a la société qui aménage et qui voudrait que finalement tout ça aille plus vite pour que les travaux avancent. C'est tout un dilemme. Je me retourne justement vers le représentant des FAGE. Alors oui, la société, le délai, elle ne le choisit pas toute seule. Ça fait partie d'un ensemble et c'est un peu notre cahier des charges. De toute façon, il faut qu'on s'inscrive dedans. Bon, le BTP a toujours réputation de livrer en retard. On essaie de ne pas le faire. Donc, je pense que c'est une bonne résolution. C'est un gros projet. Il faut comprendre que 2 ans, c'est très court. Actuellement, on a 1300 personnes qui sont mobilisées à temps plein. Donc là, on est vraiment plein boom. En plus, on a tous bénéficié, nous et nos collègues archéologues, d'un magnifique été. Beaucoup sous l'eau quand même. Donc ça a été un peu tendu et forcément, on souffre tous de ça. Donc ce que je disais tout à l'heure, le délai, c'est aussi un paramètre qu'il faut prendre en compte, tout comme l'archéologie. Donc l'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre comment on peut travailler tous ensemble et faire en sorte d'articuler les choses. Là-dessus, on a quand même eu la chance d'avoir un truc en Fozo, côté quand même très souple. On a réussi à phaser des fouilles, à essayer d'éviter. Une autre figure imposée quand même, c'est sur le fait qu'on soit sur un élargissement. Donc élargissement, moi ça veut dire que l'accent plan il est figé et je ne peux pas m'écarter. Donc là où je dois passer, je suis obligé d'y passer. Je ne peux pas me décaler un peu pour essayer d'éviter, on va dire, un site qui serait vraiment à conserver ou peut-être aller sur lequel laisser plus de temps. Et il a fallu du coup qu'on puisse vraiment essayer de raisonner avec les équipes archéologiques pour pouvoir phaser tout ça et faire en sorte qu'on puisse libérer. Dans l'ensemble, ça s'est vraiment bien passé. Quelles sont les relations avec les riverains? On a vu qu'il y a beaucoup de sites qui sont en lien avec le milieu rural, avec l'histoire du milieu rural. Ces fouilles, elles ont duré un certain temps. Est-ce que la population s'intéresse à ce type de fouilles? Est-ce que les agriculteurs autour sont venus à votre rencontre? Est-ce que vous avez véritablement eu un échange, David Lamont? Je crois qu'il faudrait surtout interroger les équipes. Je ne suis pas forcément mieux placé pour en parler, mais c'est vrai que les expériences passées que j'ai pu avoir démontrent qu'effectivement les propriétaires ou occupants du sol sont très intéressés par leur histoire, par ce qui se passe sur leur champ, et malheureusement la route va passer et ils n'avaient pas connaissance que des vestiges pouvaient exister sous leur pâture, dans leur labour. Donc c'est aussi parfois une belle surprise et des belles rencontres. Alors, ces travaux de fouilles, j'imagine qu'il y a tout un travail en amont pour pouvoir véritablement, j'allais dire, situer ces diagnostics, les placer tout au long du tracé. Quel est ce travail que vous effectuez en amont pour choisir les sites où vous allez véritablement travailler? Est-ce que vous arrivez donc à relier, j'allais dire, les éléments historiques, les fouilles, les archives papier, j'allais dire? François Dumoulin. On a la chance d'avoir une base de données qui est extrêmement bien faite, Patriarche, dont vous avez déjà entendu parler à plusieurs reprises, qui nous a permis de produire la carte que vous avez vue à grande échelle, là, mais cette carte elle est disponible à l'échelle du cadastre. On y recense toutes les opérations qui ont déjà eu lieu.
Et donc ça nous a permis de déterminer tous les secteurs où il y avait la potentialité de rencontrer des vestiges. On a croisé cette donnée avec une donnée qui n'a pas forcément été très facile à démêler au début des opérations. C'était quel était vraiment l'impact sur des terrains qui n'avaient jamais été terrassés. Donc on avait dans un premier temps délimité une série de zones et puis on en a éliminé un certain nombre, je ne me souviens plus. Je crois qu'on était parti sur 80 zones à l'origine et au final on a fait à peu près une soixantaine de diagnostics, presque 70. Donc on a pu éliminer quelques zones et on se rend bien compte que ces diagnostics ils sont choisis avec des facteurs qui sont tout de même assez déterminants puisque le taux de positivité est assez fort. Il y en a quasiment un quart qui ont donné lieu à des fouilles, la moitié qui ont révélé des vestiges. Donc toutes ces données, on ne les fait pas au hasard, on se confronte à ce qu'on connaît de l'existant et à la réalité des terrains aussi. Alors justement, les terrains, on a vu ces derniers temps, il y a eu beaucoup de pluie, il y a des conditions météorologiques un peu compliquées. On l'a vu d'ailleurs sur les images de drones, des sites complètement inondés. Ça doit être une contrainte pour les archéologues extrêmement compliquée pour pouvoir poursuivre les recherches. Comment vous faites alors qu'il y a la contrainte de temps aussi? Vous êtes tenu par cela aussi. Sébastien Gabin. Alors je dirais ce sont des impondérables qui sont malheureusement tout le temps là. Donc quand on fait le choix de faire de l'archéologie préventive et travailler dans ce monde-là, on sait qu'on va être sujet, comme tous les gens du BTP, aux intempéries. Les intempéries permettent on peut plus ou moins s'en protéger, c'est-à-dire qu'on a quelquefois des moyens possibles de poser des serres de chantier, de poser tout un tas pour s'abriter tout simplement de la pluie. Après, la plus grosse difficulté, elle est sur les remontées de nappes phréatiques. Sur les diagnostics qu'on fait avec, c'est-à-dire qu'on essaye de gérer et d'avoir des éléments archéologiques le mieux possible, mais de temps en temps on a des problèmes. Il ne faut pas voir non plus ça que comme des problèmes. Les sables élargis de Bourbonnais ont aussi l'avantage de préserver, c'est ce qu'on a vu sur les photos de celle-là, on a aussi des fois, ça préserve le bois, ce qui est quand même un fait assez rare. C'est pas systématique que le bois soit conservé, c'est même plutôt l'exception. Et on a cette chance-là dans l'Allier. On a vu ces pieux qui étaient conservés. Les pieux, vous avez aussi le puits qui était conservé. Donc je dirais l'intempérie et les problèmes d'eau sont l'ennemi de l'archéologue, mais sont aussi son ami. Après, il faut la douer. Sur les chantiers de fouilles, c'est un peu plus compliqué parce que le travail n'est pas le même. On nous demande un travail exhaustif, qui est d'étude complète des vestiges et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et là, sur les 6 opérations de fouilles qu'on a réalisées pour Cléa, à Vialet, il y a un seul chantier où on a eu un problème important qui a fait qu'on a dû décaler en accord avec l'aménageur. On a travaillé ensemble sur le planning pour voir comment ça pouvait être géré. À la demande du service régional de l'archéologie, on a décalé de 1 semaine ou de 15 jours de mémoire à une opération. Voilà, je dirais, c'est comme tous les chantiers de BTP, il y a quelques impondérables. À un moment, il fallait faire des choix, ils ont été faits. On a arrêté 15 jours, on est revenu 15 jours après et on a fait ce qu'on pouvait faire. Alors, on évoquait des sites très intéressants. Est-ce que véritablement tous ces sites qui ont été détectés nous ont appris quelque chose sur l'histoire de nos ancêtres? Je me tourne peut-être vers David, peut-être. Alors je pense qu'on le saura bientôt, puisqu'on rentre dans une phase d'étude qui va être très longue. Et je regarde mon voisin parce qu'il pense la même chose que moi, je pense. Aujourd'hui, on sort vraiment des chantiers. On a des données brutes qu'il faut organiser. On a des tâches primaires à réaliser, notamment sur tous les objets qui ont pu être mis au jour. Il faut les laver, il faut les inventorier, il faut mesurer leur état sanitaire, comme par exemple les objets métalliques, qui vont partir dans un autre circuit, un circuit laboratoire, pour qu'ils soient stabilisés avant d'être étudiés. Ça représente quand même des masses et des masses de mobilier. Vous l'avez vu sur le film, notre dépôt est très engorgé par toutes ces nouvelles données qui ont été recueillies sur le tracé des RCEA. Et puis ensuite, il y a tout un travail d'études scientifiques qui va être conduit, un travail de réflexion sur la périodisation des sites, quelles étapes, finalement, ces sites ont rencontré. Certains sont d'origine gauloise, ils évoluent à l'époque romaine, on les retrouve à l'époque médiévale. On sent vraiment des parcours chronologiques dans
l'histoire de ces sites. On reste au même emplacement, c'est très intéressant de le noter, jusqu'à aboutir finalement à la phase d'interprétation de toutes ces données. On fait du travail scientifique, on n'est pas forcément sûr de nous, on agrège des preuves qui vont, dans la démarche scientifique, nous amener à émettre des hypothèses. Et ces hypothèses, elles vont être confrontées à ce qui existe autour, ce qui a été rencontré dans d'autres régions. On va comparer avec ce qui a été vu ailleurs dans le département, mais pas seulement. On va ouvrir aux comparaisons régionales. On va ouvrir nos livres. Voilà, chaque archéologue a sa bibliothèque, avec ses références, aujourd'hui numériques d'ailleurs, de façon à ce que le rapport final des fouilles, il contienne à la fois les données brutes, mais aussi tout le travail d'exploitation et de réflexion qui aboutit à des hypothèses. Alors, ces objets, c'est des milliers d'objets en fait qui ont été trouvés tout au long de la RCEA. Ces objets, en fait, ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à l'État avant tout. Est-ce qu'ils changent de propriétaire tout au long de leur parcours? Vous avez combien d'heures pour parler du statut des objets? Non, le statut des objets archéologiques issus des fouilles est affreusement compliqué. La loi LCAP en 2017 a tenté de régler ce problème en déterminant que tous les objets trouvés sur des terrains lors de fouilles archéologiques appartiennent désormais à l'État, pour peu que le terrain ait changé de main après 2017. Mais là, en l'occurrence, on se trouve dans une situation particulière, c'est qu'on est sur des terrains qui ont été achetés par l'État pour un aménagement de l'État. Donc l'ensemble des terrains sur lesquels on est intervenu au moment où nous sommes intervenus appartenait à l'État. Donc l'ensemble du mobilier archéologique mis au jour appartient à l'État. Ça n'est pas forcément sa destination finale d'ailleurs. Une partie des objets ou l'ensemble des collections pourrait très bien rejoindre un jour les collections d'un musée, comme le musée Anne de Beaujeu par exemple, ou un autre musée territorial. Si ça intéressait un musée, l'État conserve les collections, mais il peut aussi en assurer la dévolution à une collectivité locale si elle le souhaite, de manière à ce que cette collectivité puisse assurer la diffusion auprès du public, puisque c'est dans les structures muséales qu'on a le meilleur équipement pour réaliser ce travail de vulgarisation, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, disons de diffusion de la connaissance. D'accord, de mise en valeur de la connaissance. Alors, on imagine qu'un archéologue, quand il découvre un objet, j'allais dire en effleurant finalement la découverte au départ, j'imagine que les yeux commencent à briller. Est-ce qu'il y a des objets véritablement sensationnels qui restent dans la mémoire, qui resteront dans votre mémoire dans ce chantier? Sébastien Gaime, David Lallemand. Oui. J'ai vu une roue de char sur un des chantiers, le chantier dirigé par Gabriel des 17, suffisamment rare pour le relever. Il y a encore le moyeu qui était conservé, il y a c'est ça, je crois, le bandage de la roue qui était conservé. Je pense que les exemplaires comparables sont extrêmement rares à l'échelle de l'Europe occidentale antique. Alors, oui, moi, je ne vais pas parler d'objets, parce que l'archéologue aime bien les objets quand il en trouve. Il n'en trouve pas toujours. Mais moi, de mon point de vue strictement personnel, je vais garder en mémoire l'étude, le diagnostic puis la fouille réalisée par Gérard Vernet sur Bossé-sur-Allier, la grande stratigraphie de plus de 10 mètres de haut présentée par Raphaël tout à l'heure, qui, elle, va nous caler et nous apporter des connaissances. Il nous apporte déjà des connaissances vraiment très importantes sur toutes des périodes très anciennes de l'Allier qu'on connaissait mal. C'est pas dire qu'on les connaissait pas, mais qu'on les connaissait mal. Et là, on est vraiment sur de l'apport de connaissances vraiment immédiates. On est sur un diagnostic, il faut voir, c'est un des plus petits en termes de quantité de jours qu'on lui a octroyé. Et la fouille, c'est la même chose. C'était une des plus petites fouilles. Je ne connais pas toutes les fouilles des concurrents, mais en gros, c'est une des plus petites fouilles. Et par contre, au niveau des résultats scientifiques, là, ça va être hallucinant. Raphaël, tu pourras peut-être développer. Et puis, il y a aussi des sites qui sont venus compléter et bouleverser la vision qu'on pouvait avoir, notamment du Haut-Moyen-Âge, avec la découverte du site D18, là, qui vient d'être terminé vendredi dernier, où là, on est sur un site de métallurgique qui reste encore à définir précisément. On est un site du Haut-Moyen-Âge, qui est calé entre le 5e, 6e, 7e siècle à définir, avec à la fois de la production de bronze, d'objets en bronze, et à la fois de la production de métal, donc dans des forges. C'est pas tant les objets eux-mêmes, parce qu'on ne les a pas retrouvés, mais que tous les déchets
qui nous permettent de retrouver des savoir-faire, des choses qui n'étaient pas connues jusqu'alors dans l'Allier. Alors les forges, c'était connu, la production de bronze à cette époque, notamment pour faire des plats de loup, c'est quelque chose de moins connu. On connaissait ça dans le nord de la France, dans l'est de la France, sur la région Auvergne, c'est un unicum. Donc c'est pas tant l'objet lui-même qui n'est pas forcément très beau, mais que ce qu'on va pouvoir en tirer en termes d'apport scientifique et connaissances sur une période. Frédéric Cuffel, votre regard sur ces découvertes archéologiques, j'allais dire du point de vue de l'aménageur, du point de vue du concepteur. Nous, à la base, on n'est pas là quand même pour impacter des sites, hein, c'est pas notre but dans la vie du tout. Hein. C'est juste d'aménager une infrastructure. Bon, malheureusement, l'infrastructure elle tombe sur des sites qui sont remarquables et on en est fort désolé. Et tout le travail, en fait, justement, c'est soit essayer d'éviter, hein, Raphaël en parlait tout à l'heure, lorsqu'on fait des modifications de projet, c'est justement essayer d'éviter ces sites, parce que je pense que les archéologues de France, ils ont beaucoup de boulot actuellement et c'est pas d'en créer en plus. Hein. Il y a beaucoup de générations qui viendront par la suite faire aussi ce travail-là. Par contre, on essaie d'éviter quand on peut, puis quand on ne peut pas, malheureusement, il faut déclencher. Nous, on y va avec notre culture, hein, c'est un peu compliqué de parler avec un archéo d'histoire, parce que forcément, on se sent un peu minable. Mais bon, on essaie de se rappeler de nos cours un peu, et puis je ne suis pas historien, mais d'essayer de comprendre d'où ça parle. Ils font vraiment l'effort de vulgariser, et là-dessus, ils sont super forts. Et ils ont vraiment une fibre pédagogique importante, parce que faut savoir que les archéos, quand même, c'est des passionnés, hein, on l'a tous compris. Donc ils ont vraiment une fibre particulière, ils aiment bien expliquer ce qu'ils font, et nous, on aime bien comprendre ce qu'ils font. Et en fait, ouais, ça nous passionne. Donc, indépendamment de tout ce qu'on parlait tout à l'heure, de l'impact planning, du fait qu'il faut les intégrer dans nos travaux, n'empêche que lorsqu'ils trouvent quelque chose, on est comme des gamins, on aime bien savoir ce qu'ils font, enfin ce qu'ils trouvent. Hein. D'ailleurs, souvent, on leur demande des photos et puis ils nous expliquer, ils nous ont fait plusieurs balades. Bon, après, il faut comprendre, hein, quand vous voyez un bout de terre qui est un peu sombre, oui, si vous voyez un poteau ou un mur, bon, moi je vois un bout de terre un peu sombre, mais bon, quand ils nous expliquent, ça fait. Alors ces sites, ils sont voués à être détruits. Alors ils sont détruits au fur et à mesure qu'on les fouille, hein, bien sûr, mais que deviennent-ils? De quelle manière vous les restituez après la fin, en fait, à la fois des diagnostics ou des fouilles préventives? Que deviennent-ils? Comment sont-ils restitués, David Lamant? Alors ils vont être restitués dans les rapports, hein, puisqu'on est sur une conservation par l'étude, une sauvegarde par l'étude des données. Puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un certain nombre de nouvelles technologies. Hein, on surfe un peu sur la vague, hein, on n'est pas... archéologue ne veut pas dire rétrograde, hein, au contraire, on est vraiment avant-gardiste, innovant, et on utilise ces nouvelles technologies. Hein. Le service, nous, on s'est doté d'un drone il y a 2 ans déjà, un drone qui nous fait les photos en RTK, c'est-à-dire géoréférencé. Ça nous permet ensuite d'obtenir des plans beaucoup plus rapidement qu'il y a quelques années, où avec Sébastien, voilà, on était encore avec nos quadrillages au sol pour faire nos relevés. Cette époque est finie. Tout le temps aujourd'hui qu'on gagne grâce à ces nouvelles technologies, on le reverse dans le scientifique. C'est-à-dire dans la possibilité qu'on a maintenant de mieux fouiller et de plus fouiller les vestiges en diagnostic. Auparavant, on avait une règle, par exemple, c'est qu'on ne fouille qu'une moitié des vestiges qu'on rencontre, les fosses et trous de poteaux. Aujourd'hui, sur du diagnostic, grâce à ce temps qu'on a pu gagner, on en fouille un peu plus. Et donc, on apporte de la plus-value à ces rapports qui aident à la décision ensuite. Alors, outre ces rapports, pour mettre en valeur ce travail, ces recherches, ces découvertes, est-ce qu'il y a moyen finalement de les valoriser pour promouvoir en fait notre territoire? Alors c'est peut-être plus en direction des politiques, mais je pense qu'il y a peut-être une richesse à faire connaître ces objets et ce territoire grâce à ces découvertes. Peut-être encore, oui, Sébastien. En fait, c'est pour l'INRAP, ça fait partie d'une des missions, une des 5 missions de l'INRAP, puisque maintenant nous avons 5 missions. La valorisation à la fois scientifique, donc à destination des publics spécialisés sous forme de rapports ou de publications dites scientifiques, hein, avec tout ce que ça veut dire en français, en anglais, et la part valorisation, communication à destination du grand public. Mais c'est aussi la même chose pour le SADA, puisque ce qu'on est en train de faire là, finalement, c'est ça. Ça fait partie de cette médiation, valorisation de ce qu'on découvre. Parce qu'il ne faut pas oublier, tout ça n'a aucun intérêt si on ne fait pas ça pour des gens. L'intérêt de tout ça, c'est qu'on étudie des populations sur un territoire donné, qui ont vécu avant nous, dans le but de restituer leur manière de vivre. Et restituer ça, c'est pas que pour nous, c'est restituer aux gens des alentours. Vous parliez tout à l'heure des
gens qui habitaient autour. Dans la phase terrain, c'est compliqué parce qu'on est sur des chantiers qui sont des chantiers BTP avec de la sécurité, donc c'est des chantiers qui sont interdits au public. Par contre, alors on ne l'a pas fait sur la RCEA, mais parce qu'en diagnostic ça ne se fait pas trop, on le fait un petit peu sur les fouilles, c'est des ouvertures au public très cadrées, très encadrées justement par rapport à la sécurité, c'est le retour aux gens. Donc cette médiation, ce retour, c'est évidemment une des fonctions essentielles, un des buts essentiels, pas le seul, mais un des buts de l'archéologie, hein, c'est de faire un retour au public. Et d'ailleurs la fréquentation qu'on a quand on a fait les journées du patrimoine il n'y a pas si longtemps que ça, on a ouvert un site donc, sur une fouille qu'on est en train de réaliser dans Puteaux, un site médiéval, on a une fréquentation qui est très forte. Donc c'est bien la preuve que l'archéologie expliquée aux gens du terroir ou d'ailleurs suscite un intérêt qui est indéniable. Hein. Et cet intérêt, il est à tous les niveaux. Hein. Il est à mon niveau à moi, il est au niveau évidemment des aménageurs qui ont travaillé, enfin qui jouent le jeu en fait. Hein. Voilà. Il y a une loi évidemment, mais il faut qu'il y ait une bonne entente pour qu'on puisse faire les choses ensemble. Et susciter des vocations. Donc, il y a des archéologues, il en faudra toujours un David Lallemand. J'imagine qu'il y a un recrutement permanent dans ce secteur. Évidemment, je rejoins Sébastien. Et nous, au département, l'outil que l'on a finalement réussi à développer, ce sont nos rencontres d'archéologie. Et derrière le mot rencontre, il y a vraiment cette signification qu'on souhaitait, c'est rendre au public toutes ces informations qui sont scientifiques au départ, hein, c'est parfois complexe, réussir à les vulgariser pour tous les publics. Et notamment, c'est un public pour lequel on est très sensible, c'est les scolaires, c'est les enfants. Les enfants qui, quand ils sont en primaire ou même au collège, ne savent pas ce que c'est que le Bourbonnais forcément. Voilà, on leur apporte cette information qu'ils n'auront pas dans leur livre de classe. Leur environnement. Voilà. Dans quel environnement historique, patrimonial ils vivent. Eh bien, écoutez, merci pour ces échanges autour de ces chantiers de fouilles, de ces richesses qui ont été donc évoquées tout au long de cette soirée. Alors, il y a peut-être des questions dans la salle, il était un peu tard, mais bon, n'hésitez pas, il y a éventuellement un micro qui circule, si vous avez des questions à leur poser, c'est le moment, on n'a peut-être pas... C'est bon. Écoutez... Oui. Moi, si tu me le permets, je voudrais juste parler d'un sujet parce qu'on n'a pas abordé. Parce que cette soirée est vraiment très, très, très sympathique. Mais on oublie de dire que la phase de diagnostic qu'on a réalisée, elle s'est faite dans des conditions particulières. Quand on a démarré nos diagnostics, le 17 mars, tout s'est arrêté. Le joli rétroplanning qu'on avait tracé, la belle trajectoire qu'on avait envisagée pour rendre les terrains le plus rapidement possible à l'aménageur, ça s'est arrêté pendant 2 mois. Ça a été une crise hein, pour tout le monde sanitaire, c'est pas pour ressasser les choses, hein, c'est pour dire qu'on a rencontré cette situation dans notre travail d'archéologue, et on est tous les 4 aujourd'hui concernés. Il a fallu qu'on se remobilise pour remettre les choses en route, et qu'on se remette à la tâche avant que l'on se déconfine. On a commencé de travailler avant, il a fallu bâtir un guide, un protocole et des protocoles. Il a fallu obtenir toutes les réponses de l'État. On est retourné sur le terrain début mai, voilà, les agents sont retournés sur le terrain dans des conditions particulières, très particulières. C'est pas pour entacher les choses, c'est pour dire qu'en sortie de confinement, on a réussi à remporter un challenge qui était inespéré, c'est de réussir à réaliser tous les diagnostics avant la fin d'année. Et ça a été le cas. Alors donc bravo aux équipes de l'INRA, du service, parce qu'on a réussi à remplir le contrat malgré la crise sanitaire qui a été traversée. C'est combien de personnes au total qui ont travaillé véritablement entre INRA pour le service, une vingtaine. Pour nous, c'est à peu près, post-fouille compris, on va être sur une trentaine de personnes. D'accord. Eh bien, écoutez, merci à toutes ces personnes qui ont œuvré à découvrir. Moi, je pense qu'on peut les applaudir. Merci d'avoir répondu présent pour cette soirée d'ouverture. L'aventure se continue dès demain matin ici avec différents sujets. Bien sûr, on va revenir sur la RCEA, mais pas que. Il y a d'autres chantiers de fouilles qui ont eu lieu un petit peu partout dans le département. Ça sera l'occasion de faire donc un point sur les découvertes. Merci à vous tous et bonne soirée à tout le monde. Merci.